Alors bonjour et bienvenue à cette capsule sur la rétroaction. Donc, la rétroaction, est-ce que c'est la même chose que l'évaluation? Donc, quand on parle d'évaluation, on fait souvent référence à une situation formelle d'examen. En fait, la rétroaction, c'est une forme d'évaluation, mais elle ne se situe pas dans un contexte d'examen. Alors, elle se situe dans un contexte, je dirais, au quotidien. Il s'agit des observations que vous pouvez faire en classe et ces observations-là sont très utiles et tout aussi importantes puis même des fois sinon plus que les observations que vous pouvez faire dans une situation formelle d'examen. Donc ici, oui, la rétroaction, c'est une forme d'évaluation et elle est un facteur déterminant dans la réussite des élèves. Donc, elle a un impact souvent sous-estimé dans la réussite des élèves et il faut vraiment la prendre en considération comme un allié pouvant nous aider à mieux faire réussir les élèves. Donc, pourquoi on dit que la rétroaction est proactive? En fait, pour que la rétroaction, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vos observations au quotidien. Donc, elle se situe en cours d'apprentissage. Et quand elle est donnée, pour qu'elle soit efficace, l'élève peut encore se réajuster pour s'améliorer. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est proactive. Un peu à l'inverse de l'examen, souvent, quand on donne un examen, l'élève reçoit sa note, puis des fois, on va passer après à autre chose, à une autre compétence ou à une autre série de notions. Ben là, à ce moment-là, comme le dit le chercheur, M. François Massé, il s'agit d'une autopsie. En fait, l'élève, quand il reçoit sa note, ben il peut pas vraiment se réajuster. Alors, la rétroaction, c'est tout au contraire. Quand l'élève la reçoit, il peut encore s'améliorer. Donc, pourquoi on donne la rétro? Bien, premièrement, souvent, des fois, on se casse la tête à savoir comment on pourrait faire pour motiver les élèves. Bien, donner de la rétroaction ciblée avec des solutions, c'est un moyen très puissant pour aider les élèves à s'engager. Parce que les élèves vont avoir une perception de compétence plus grande d'eux-mêmes en disant, ben tiens, je sais par quel bout prendre ça, j'ai des solutions, puis à ce moment-là, ça devient beaucoup plus motivant pour eux. Donc, la rétroaction, justement, elle sert à réduire l'écart entre les connaissances actuelles de l'élève et le but désiré. Et les élèves peuvent combler cet écart-là par les solutions que vous leur proposez. Alors, est-ce qu'on devrait donner de la rétro sous forme de notes, de commentaires ou les deux? Donc, ce que les chercheurs ont observé, c'est quand les élèves reçoivent des notes, surtout quand la note est mauvaise, ben, les élèves sont découragés mais ne savent pas quoi améliorer. Quand ils reçoivent une note et des commentaires, souvent la note porte ombrage aux commentaires, donc les élèves vont se décourager en voyant la note, puis qui ne tiendront pas compte des commentaires. Et quand on donne seulement des commentaires, c'est là que c'est le plus efficace pour que les élèves puissent en tenir compte. Donc, pour s'améliorer. Alors, je vous dis pas qu'il faut éliminer les notes, on a des bulletins chiffrés, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on pourrait concilier les deux. Donc, les élèves pourraient recevoir en cours d'apprentissage des commentaires, des solutions précises pour s'ajuster. Et là, au bout de la ligne, ben oui, vous avez une note à mettre, mais les élèves voient qu'en tenant compte des commentaires, ben, ils peuvent améliorer leur note. La rétroaction de l'élève vers l'enseignant, alors souvent, c'est une forme qui est méconnue. Donc, elle est très, très puissante justement pour rendre les apprentissages plus visibles. En fait, c'est un allié pour vous, pour savoir ce qui se passe dans la tête des élèves quand ils lisent ou quand ils écrivent ou quand ils écoutent ou quand ils parlent même. Donc, en fait, concrètement, ce que ça pourrait être, c'est que si on suppose que vous avez enseigné la démarche pour faire des inférences. Donc, tout se passe dans la tête de l'élève. Après, on ne sait pas vraiment comment l'élève fait pour en arriver là, faire ses inférences. Et des fois, on voit que, les élèves ont de la difficulté à comprendre le texte, mais on ne comprend pas vraiment quel type d'inférence, justement, ils ont fait là, pour construire une mauvaise compréhension. Alors, si on demandait simplement aux élèves, je te donne un petit texte, c'est un texte peut-être que vous connaissez déjà là, de Monique Proulx, le texte ça, dans lequel on décrit un sans-abri. Donc, on pourrait demander à l'élève, applique ta démarche pour faire des inférences en soulignant les indices, en écrivant des hypothèses dans la marge. Et là, nous comme profs, en regardant rapidement les textes,
bien, on peut voir ce qui se passe dans la tête des élèves. Là, ici, on pourrait rapidement voir que cet élève-là, bien, il est capable de trouver des indices pertinents, de les souligner, de faire une hypothèse, même de réajuster son hypothèse. Par contre, à la toute fin, il prend des indices qui ne sont pas pertinents. Donc, on pourrait donner un commentaire très précis à cet élève-là pour qu'il puisse s'améliorer. Et en regardant toutes les copies d'élèves, bien, ça pourrait aussi nous aider à réajuster notre enseignement. Donc, soit revenir en pratique guidée si c'est nécessaire ou en modelage selon ce qu'on a observé de la part des élèves. Donc, la rétroaction de l'enseignant vers l'élève, alors elle peut très bien se faire sous forme orale, donc des fois même en direct, quand vous êtes en classe, vous passez d'un bureau à l'autre ou d'une équipe à l'autre. Elle peut se faire aussi, vous pouvez l'enregistrer, ça peut se faire de façon écrite, mais toujours en fonction de critères peu nombreux et de critères précis. Et donc, il faut avoir une intention très précise quand on donne la rétroaction et ça doit porter sur des critères qui sont clairs pour les élèves et qui sont circonscrits. Et aussi, il doit toujours y avoir, à la suite de votre commentaire, bien, il doit y avoir aussi une piste de solution. Alors ici, on a deux exemples, en fait, un exemple et un contre-exemple. Donc, Chloé, ton paragraphe n'est pas complet, tu dois inclure un sujet à amener. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une piste concrète d'amélioration et le commentaire porte sur un élément précis. Dans le contre-exemple, bien, Bianca, tu as eu 6 sur 10, tu as manqué la partie sur les fractions. C'est un exemple en mathématiques, mais c'est pas grave, on est capable de faire le parallèle en français. Bien, c'est un commentaire ici qui n'apporte pas de piste d'amélioration, alors c'est un commentaire à ce moment-là qui est moins efficace pour la rétroaction. Et vous avez vu en même temps qu'il n'y a pas une liste de commentaires très grande. Souvent, on peut se limiter à 1, 2, peut-être 3 commentaires, mais pas plus, parce que c'est difficile pour les élèves de tenir compte de tout ça. Donc, quand je parlais de critères de réussite, si on parlait tout à l'heure des inférences, donc, il doit y en avoir peu. Alors ici, moi, mes critères de réussite, ça pourrait être que, bon, les indices doivent être encerclés, il doit y avoir une hypothèse plausible écrite au-dessus du mot dans la marge et, au besoin, l'hypothèse peut être corrigée en cours de lecture. Donc, je demande à l'élève de laisser des traces. Ça ne sera pas toujours comme ça, mais au début de l'apprentissage, c'est une façon intéressante justement pour vous d'aller voir si l'apprentissage se fait bien. Donc, si j'avais à formuler un exemple de rétroaction ici, je pourrais, pour un élève qui s'arrête pas justement pour faire des inférences, ben, je pourrais lui dire, ben, pour être certain de pas perdre le fil du texte, fais un arrêt après chaque paragraphe, puis écris un mot-clé dans la marge qui va reprendre l'essentiel de l'idée du paragraphe en encerclant des indices. Donc ici, mon commentaire porte sur un élément précis, puis je lui donne encore une fois une piste de solution. Donc, ça pourrait être tentant de donner la liste de façon exhaustive, donc de donner la liste de critères déjà toute faite. Par contre, si on fait ça, ben oui, c'est plus rapide, mais malheureusement, c'est pas efficace parce que les élèves souvent ne comprennent pas bien les critères, c'est pas une formulation dans leurs mots. Comme ils ne les ont pas observés, c'est moins signifiant pour eux et ils vont avoir plus tendance à les ignorer. Donc, comment faire? Bien, il faut leur faire observer des exemples et des contre-exemples de ce que vous attendez d'eux. Donc ici, on a un exemple d'un texte qui est annoté de façon efficace pour faire toujours la démarche des inférences. On pourrait aussi utiliser le contre-exemple parce que le contre-exemple est un levier aussi très intéressant d'apprentissage. Alors là, les élèves pourraient observer ici qu'il y a beaucoup moins de traces que dans l'exemple, dire pourquoi, est-ce que ces traces-là sont efficaces. Donc, ensemble, construire les critères de réussite d'une rétroaction efficace. Ensuite, c'est exactement la même chose en écriture. Donc, en écriture comme en lecture, on circonscrit le nombre de critères et on donne quelques commentaires précis avec des pistes de solutions. Donc, je pourrais dire, pour une capsule d'information, j'ai choisi 3 critères et je pourrais dire à un élève qui a écrit une capsule, bien, dans cette phrase, je sens que tu donnes ton avis sur le sujet, mais comment pourrais-tu formuler ton idée pour qu'elle soit neutre? Parce que la neutralité du point de vue ici, c'est un critère pour moi. Donc, encore là, je donne un commentaire sur un critère avec une piste de solution. Et c'est toujours
la même façon de faire, on ne donne pas la liste de façon intégrale sans que les élèves l'aient construit. Alors, on demande aux élèves, encore une fois, de regarder des exemples et des contre-exemples de la capsule d'information pour leur dire, bien, ça, c'est une bonne capsule, pourquoi selon toi? Et là, ils vont trouver des éléments qui vont être des critères de réussite. Et à l'opposé, on peut leur dire aussi, voici une capsule qui est un contre-exemple. Pourquoi, selon toi, c'est un contre-exemple? Et là, à ce moment-là, ils vont pouvoir compléter la liste de critères. Pour que la rétroaction soit bien acceptée de la part des élèves, l'erreur doit être considérée comme un élément qui est positif. Donc, en fait, si c'est sûr que quand on donne la rétro, ben, des fois, justement, il y a des choses qui ont été moins bien réussies. Puis là, ben, si les élèves se découragent dès qu'ils reçoivent un commentaire qui leur demande d'améliorer quelque chose, ben là, à ce moment-là, la rétro n'est pas efficace. Donc, les élèves doivent comprendre qu'on part des erreurs justement pour mieux apprendre. Le cerveau apprend en se trompant. Donc, c'est une façon là, de voir l'erreur de façon plus positive et ça aide les élèves à mieux accepter à ce moment-là la rétroaction. Donc, si un élève en classe, des fois en Amérique du Nord, on dit qu'on veut protéger l'estime de soi des élèves, c'est correct, mais des fois, quand il y a un élève dans la classe qui donne une réponse qui est erronée, ben, des fois, au lieu de le questionner, on va dire pas tout à fait, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait l'aider? Mais là, ça peut être intéressant de dire, ah, tu m'as répondu ça, parfait, tu as utilisé quel indice pour arriver à cette réponse-là? Et là, pour comprendre que, ben c'est intéressant, on vient de se rendre compte que tu as pris ce chemin-là, c'est plus clair maintenant, c'est un chemin à éviter, mais au moins, comme tu en es conscient, la prochaine fois, tu ne feras pas la même erreur. Et là, tout le monde, à ce moment-là, peut bénéficier aussi de cette discussion-là. Donc, attention de ne pas confondre rétro et éloge. Les éloges, comme bravo, tu fais de bons efforts, t'es bon. Alors là, à ce moment-là, ces commentaires-là portent sur l'individu et non sur la tâche. Donc, la rétroaction porte sur la tâche avec des solutions concrètes. Alors, elle est plus efficace que les éloges. On donne la rétroaction quand? Donc, je l'ai dit d'entrée de jeu, surtout en cours d'apprentissage. Pour les élèves plus performants, on peut différer la rétroaction, le donner un petit peu plus tard, parce que sinon, ils vont avoir l'impression que tout est terminé. Pour les élèves en difficulté, c'est important d'aller rapidement les voir pour les soutenir, pour pas qu'ils s'enlisent dans une mauvaise démarche. Donc, bref, la rétroaction, alors, elle doit être centrée sur un tout petit nombre de critères. Elle doit être acceptée des élèves, donc les élèves qui doivent percevoir les commentaires d'amélioration comme étant des belles sources pour s'améliorer, pour apprendre. Elle doit être donnée à l'élève, très important, quand il peut encore s'ajuster et améliorer sa performance. Centrée surtout sur le produit, le processus, mais pas sur l'élève lui-même. Et surtout comprise par l'élève. Alors après, on peut demander à l'élève, une fois qu'il a eu un temps pour prendre en considération les commentaires que vous avez donnés, lui dire, ben maintenant, c'est à ton tour de jouer, donc tu proposes quoi pour t'améliorer? Par quoi tu vas commencer? Donne-moi un exemple concret. Alors, c'est important que l'élève ait le temps d'analyser vos commentaires, puis se faire un petit plan de match pour pouvoir en tenir compte et s'améliorer. Alors voilà, j'espère que cette capsule vous a éclairé au sujet de la rétroaction.